Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 15 octobre 2016. Les principaux titres du journal. Un retour ce soir à Nouakchott, celui du président de la République venant de Lomé, la capitale togolaise, où il a pris part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime ainsi que le développement en Afrique. Des discussions, celles qui se déroulent actuellement au niveau du dialogue national inclusif au palais des congrès, un dialogue qui doit s'achever en principe mardi prochain, c'est sa deuxième prolongation. Et puis un attentat, celui qui a endeuillé aujourd'hui Bagdad, 34 morts, attentat revendiqué par Daesh. Voilà pour les titres. Donc, je voulais dire un titre justement. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott aujourd'hui en début de soirée. Il vient de Lomé, la capitale togolaise. Il a été salué à l'aéroport international de Moutoussi par le Premier ministre, des membres du gouvernement, les chefs d'état-major particulier, les directeurs adjoints du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la CUN. Le président de la République a pris part donc au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Ici, c'était à son retour tout à l'heure à l'aéroport international de Moutoussi. Donc, ce sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est tenu aujourd'hui à Lomé, la capitale togolaise, en présence du chef de l'État ainsi que plusieurs de ses homologues. Et il y a un sommet dont la séance de la séance à huis clos a été marquée par l'intervention du président de la République, dans laquelle il a parlé de la politique sécuritaire mauritanienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Également, le président de la République a signé la charte africaine du transport maritime auquel a abouti ce sommet, ainsi que les modifications qui ont été apportées à cette charte dans la capitale togolaise. Parmi les activités du chef de l'État en marge de ce sommet, une audience qu'il a accordée au Premier ministre algérien, comme vous le voyez ici sur l'image, M. Abdelmalek. C'est là l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations bilatérales entre les deux pays frères et les moyens de renforcer ces relations dans différents domaines. C'est une entrevue qui s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République ainsi que du ministre algérien des Affaires étrangères. La participation du chef de l'État à ce sommet donc entre dans le cadre de la politique que la Mauritanie suit pour renforcer sa présence sur la scène africaine et pour contribuer à la lutte contre les défis auxquels le continent africain est confronté. Un sommet donc extraordinaire de l'Union africaine aujourd'hui à Lomé, un sommet d'une journée qui a abouti à la signature de la charte africaine, qui a abouti aux modifications de la charte africaine des transports maritimes. Sur le déroulement de ce sommet et cette journée à Lomé, des précisions en compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed Taqiyullah Ledham, un compte rendu revu et présenté en français par Mohamed El Bekar. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine à Lomé, auquel a pris part ce matin le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, aux côtés de ses pairs, a été marqué en séance d'ouverture par l'hymne national de l'Union africaine, suivi d'un message fort envoyé par les enfants aux dirigeants africains, appelant à plus de solidarité et de coopération face aux nombreux défis et obstacles qui freinent la marche du continent vers plus de développement et de progrès. Ouvrant les travaux du sommet, le président togolais Faure Gnassingbé Eyadema a exprimé sa reconnaissance pour le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et pour les dirigeants africains pour leur choix du Togo pour abriter ce sommet historique qui traite des défis de la piraterie maritime et des problématiques du développement. Il s'est également appesanti sur la volonté africaine sans précédent de lutter contre le terrorisme et la piraterie maritime et de réaliser le développement.
soulignant que l'heure d'une action africaine forte, basée sur une volonté commune des fils de l'Afrique, a sonné pour garantir l'avenir du continent et préserver sa sécurité et sa stabilité. Les autres intervenants ont abondé dans le même sens, appelant à plus de coordination et de coopération entre les États africains afin que se dégage une politique et une vision claire. Le sommet extraordinaire de Lomé a été sanctionné par l'adoption d'une charte contraignante sur la sûreté et la sécurité maritime, approuvée par plus de 40 pays africains. Cette charte engage les États de l'Union africaine signataires à protéger leur environnement, mais aussi à prévenir et réprimer la criminalité en mer, ainsi que les trafics d'êtres humains, d'armes ou de drogue. Il s'engage par ailleurs à créer des institutions nationales et régionales pour assurer la mise en œuvre de politiques appropriées pour promouvoir la sûreté en mer. Rappelons que 90% des importations et exportations transitent par la mer et un nombre important de corridors commerciaux maritimes les plus stratégiques se trouvent dans l'espace maritime africain. Voilà donc un sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu aujourd'hui à Lomé, la capitale togolaise, sur donc la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, sommet auquel a participé le chef de l'État, M. Mohamed Abdelaziz, qui a regagné, je le rappelle, qui a regagné Nouakchott aujourd'hui en début de soirée. Nouakchott, qui vous le savez, vit actuellement à l'ère du dialogue national inclusif. Ce dialogue qui joue aux prolongations, il a été prolongé pour la deuxième fois, et cela depuis qu'il a commencé fin septembre dernier. Et cette fois, il a été prolongé jusqu'à mardi prochain. Une prolongation mise à profit par les participants aux différents ateliers, donc d'approfondir les discussions. Abdoulaye Demaba, vous avez suivi, vous étiez au Palais des Congrès toute la journée, vous avez suivi le déroulement des discussions, l'atmosphère qui prévaut là-bas, et vous avez regroupé ces différents ateliers, ces 4 ateliers en 2. On va commencer par l'atelier chargé du renforcement de l'état de droit et de la justice sociale, ainsi que celui chargé de la gouvernance économique. Alors, qu'est-ce que recommandent les différents participants à ces 2 ateliers, Abdoulaye Demaba? Au niveau de l'atelier concernant l'état de droit et la justice sociale, les participants ont réaffirmé la nécessité de solidifier l'unité nationale, de promouvoir et travailler à l'impartialité de l'administration et œuvrer pour la séparation des pouvoirs. D'autres intervenants sont par ailleurs revenus sur l'introduction des langues nationales dans le système éducatif du pays, le traitement des séquelles de l'esclavage et la mise en place d'une politique de discrimination positive en faveur des couches vulnérables et de certaines composantes de la nation mauritanienne. Il y a un point aussi important que la discrimination positive au profit des couches déshéritées. Donc on aimerait que l'État prenne des dispositions législatives pour essayer de mettre en action cette discrimination positive par une loi de quota qui permet à cette couche d'avoir un pourcentage au niveau des concours nationaux qu'organise l'administration. On aimerait évidemment que l'État fasse des nominations dans cette couche au niveau de l'administration territoriale. Aujourd'hui, quand on n'a pas la prise de décision, on ne peut pas changer. Donc ce sont des thématiques assez importantes où on aimerait que l'État fasse des actes concrets. Par rapport à la séparation du pouvoir, on aimerait que l'État respecte ces principes de séparation du pouvoir. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. On aimerait que les judiciaires soient indépendants. Du côté de la salle qui abrite les discussions sur la gouvernance économique et financière, les séminaristes sont revenus sur le partage équitable des richesses, la révision des conventions de pêche, les choix stratégiques dans le cadre de la politique économique du pays. Aujourd'hui, les participants ont surtout insisté sur la nécessité de la valorisation et de la promotion des ressources humaines. Parce que sans ressources humaines valables, un pays ne peut pas se développer. La Mauritanie a droit à être un pays émergent parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut pour cela. Elle a les mines, elle a l'une des côtes les plus poissonneuses du monde, environ 700 km de côte. Elle a le fer, l'or, le cuivre, etc. Mais la problématique qui se pose, c'est surtout la problématique des ressources humaines. Il faut un encadrement de proximité, il faut des ressources humaines valables. Des pistes de solutions ont été esquissées afin de lever tout ce qui pourrait plomber l'envol économique de la Mauritanie.
L'agriculture bio en Mauritanie est certainement quelque chose d'extrêmement intéressant, porteur pour le futur en Mauritanie. L'élevage est un secteur clé parce qu'il apporte 10,9% au PIB. Il faut le développer. Il y a beaucoup de sous-produits qui ne sont pas encore valorisés. C'est une piste. L'énergie renouvelable, particulièrement les éoliennes et solaires, sont extrêmement porteuses pour la Mauritanie. Nous pouvons être partenaires à l'Europe en matière d'énergie éolienne en mettant en place en Mauritanie des parcs éoliens de 100 000 à 200 000 MW. J'ai dit également que nous pouvons être partenaires à des pays africains en mettant effectivement en partenariat pour mettre des parcs éoliens en Afrique pour 3 pays ou 4 pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, en installant un parc éolien ici, en obtenant des financements ensemble et que donc on leur produit de l'électricité à partir de la Mauritanie par énergie éolienne. Il faut noter que la fin de ces concertations est prévue le 18 de ce mois. Voilà, Abdoulaye Demba, vous restez avec nous puisque vous vous êtes rendu dans les autres salles à côté qui abritent les discussions de 2 autres ateliers, autrement dit celui chargé des réformes constitutionnelles et celui chargé des problématiques politiques et électorales. Alors Abdoulaye, quelle est l'ambiance qui prévoit là-bas et que demandent les différents participants? Au niveau de l'atelier sur les problématiques politiques et électorales, la CENI, les conseils régionaux, la révision de la loi portant sur le fonctionnement des partis politiques ont été au cœur des débats. Les participants ont tour à tour salué l'ambiance dans laquelle se déroulent les débats. Quant aux participants à l'atelier sur les réformes constitutionnelles, ils sont longuement revenus sur la nécessité de la dissolution ou du regroupement de certaines institutions jugées par ces derniers comme étant budgétivores et n'ayant aucun impact sur la consolidation de la démocratie mauritanienne. Les séminaristes ont en outre exposé leurs arguments par rapport aux emblèmes de l'État comme le drapeau, l'hymne national, entre autres. Au niveau de cet atelier, les gens, moi je n'ai pas eu la chance d'intervenir, mais les gens ont évoqué les différents thèmes qui sont dans l'ordre du jour de l'atelier. La démocratie, les partis politiques, le drapeau national et l'hymne national. Je sais que tous les intervenants ont intervenu et j'ai constaté qu'il y a eu un consentement sur en ce qui concerne l'hymne national et le drapeau pour les petites les ajouts qui vont être faits sur le drapeau. Et par exemple, pour la création du poste de vice-président, nous sommes opposés catégoriquement à cette proposition parce que tout simplement, on y voit une fragilisation de l'institution présidentielle. Et comme vous le savez très bien, la Mauritanie a besoin d'une institution de la présidence de la République qui veille au bon fonctionnement des institutions et à la sauvegarde de la Constitution. Concernant le Sénat, donc, nous sommes convaincus que la Mauritanie, l'intérêt de la Mauritanie aujourd'hui, n'est pas dans la conservation d'un Parlement bicaméral. Et donc, je pense qu'on doit supprimer cette institution. Concernant la rationalisation d'un certain nombre d'institutions, nous avons proposé aussi de fusionner le Haut Conseil islamique, le Conseil des fatwas et les médiateurs de la République. Il faut rappeler qu'environ 600 personnes prennent part à ces concertations. Voilà pour ces 4 ateliers thématiques de ce dialogue national inclusif qui se déroule actuellement à Nouakchott, un dialogue national inclusif qui doit s'achever en principe mardi prochain. Nous allons rester toujours dans le cadre des ateliers, mais cette fois des ateliers dans le cadre de ces journées de sensibilisation de la jeunesse autour de l'extrémisme et autour du projet de lutte contre l'extrémisme et la promotion de la citoyenneté. Ce sont des journées de sensibilisation organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme de ces journées? Élément de réponse avec Bokar Bailaba. Au programme de ces manifestations de 3 jours figurent des ateliers traitant de la lutte contre l'extrémisme, des objectifs du développement durable et de la promotion de la citoyenneté chez les jeunes dans les 3 wilayas de Nouakchott. Ces activités visent la promotion de la participation de la jeunesse au dialogue social et économique. À cela s'ajoute la mise en œuvre du projet de promotion de la citoyenneté et de la lutte contre toute forme de radicalisation chez les jeunes. Nous sommes à notre deuxième jour des journées de sensibilisation des jeunes sur les objectifs du développement durable. Et nous avons choisi ces jeunes
une quarantaine par Muqata'a, en collaboration avec les inspecteurs et délégués régionaux. Et la majeure partie des jeunes sont choisis au niveau des réseaux départementaux de 9 Muqata'a et des associations du mouvement associatif qu'on appelle ONG. Donc le but de ces journées, c'est de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la radicalisation pour les préparer à devenir de vrais acteurs pour défendre leur pays et s'ancrer des connaissances leur permettant d'être demain les ambassadeurs de leur famille, de leurs frères, de leur pays. Ces journées de sensibilisation constituent l'axe principal de l'action du département de la jeunesse et des sports au niveau de ces vilayas en vue de vulgariser l'esprit de fraternité et de tolérance. Actuellement, on est en train de faire des présentations des sujets, mais après on va se répartir par groupe et on va essayer de faire des ateliers, développer les thèmes qu'on a soutenus ici. Et on va essayer d'apporter des idées, la participation bien sûr de ces jeunes, ce qu'ils ont comme pensée sur le développement durable, sur la radicalisation et ce qu'ils peuvent apporter. C'est la deuxième journée de sensibilisation. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Ils nous ont expliqué le thème. Ils nous ont expliqué aussi comment ça se déroule. Bon, c'est une bonne initiative. Voilà, ça nous a permis d'apprendre certaines choses qu'on ne savait pas. L'organisation de ces activités va donner l'opportunité pour un grand nombre de jeunes à Nouakchott d'échanger les idées et débattre des sujets intéressants leur quotidien. Les journées de sensibilisation donc autour du projet de lutte contre l'extrémisme et pour la promotion de la citoyenneté, ces journées qui ont commencé hier et qui doivent durer 3 jours. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec la Syrie et cette nouvelle tentative diplomatique pour au moins obtenir un cessez-le-feu, une trêve, notamment à Alep, cette grande ville du nord de la Syrie. Cette nouvelle tentative diplomatique a commencé aujourd'hui à Lausanne en Suisse. Elle regroupe les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la Russie, de l'Arabie saoudite, du Qatar, de la Turquie et de l'Iran. Et vous remarquez que l'Europe est absente de cette nouvelle tentative à propos de la Syrie. Le reste de l'actualité internationale nous conduit en Libye avec la poursuite des combats à Sirte et en Irak, avec Bagdad de nouveau endeuillé par un attentat suicide. 2 étapes avec les Delphin. À Bagdad, un kamikaze s'est fait exploser dans une tente dans le quartier de Sha'b, où les chiites recevaient des condoléances tuant au moins 34 personnes et en blessant 36 autres, selon des sources médicales des services de sécurité. Dans un communiqué publié par son agence de propagande Amak, le groupe a revendiqué l'attentat. Selon un témoin, le kamikaze est entré dans la tente et s'est fait exploser au moment de la distribution du déjeuner. L'attaque d'aujourd'hui est la plus sanglante dans la capitale irakienne depuis début juillet, lorsqu'un attentat suicide revendiqué par l'État islamique avait ciblé un quartier commerçant, faisant plus de 300 morts. Des mesures destinées à renforcer la sécurité à Bagdad avaient été alors annoncées, mais les attentats n'ont pas cessé. Samedi également, 12 personnes ont été tuées dans 2 attaques au nord de la capitale, selon la police, mais elles n'avaient pas été revendiquées dans l'immédiat. Les forces libyennes favorables au gouvernement national ont pris au groupe État islamique un nouveau secteur de Sirte. Et ça s'est passé lors de combats qui ont fait 14 morts, déclare-t-on de sources militaires et médicales. Après 6 mois d'offensive, ces forces se disent sur le point de chasser les derniers djihadistes encore présents à Sirte, conquis par ce groupe il y a déjà une année. Des chars et véhicules blindés équipés de mitrailleuses lourdes ont pris part aux affrontements. 14 morts et plus de 20 blessés ont été dénombrés dans les rangs des forces loyalistes, a déclaré le porte-parole de l'hôpital central de Misrata. Misrata est une ville située à 275 km à l'ouest de Sirte et dont les combattants composent l'essentiel des forces pro-gouvernementales. Voilà une page sportive pour terminer ce journal avec cette session de formation organisée par la Fédération mauritanienne de rugby. Coup d'envoi aujourd'hui et la durée 1 semaine et cela
au profit des éducateurs, mais aussi des petites catégories. Alors, sur quoi porte cette session de formation et dans quel cadre entre elles, éléments de réponse avec Diallo Didi Vieux, président de la Fédération mauritanienne de rugby. Donc, on est en train de faire une session de la formation des éducateurs et des gamins pour pouvoir avancer. Donc, c'est dans le cadre de notre programme 2016-2017. C'est surtout pour que les gamins puissent grandir avec les notions, avec les techniques de rugby, avec les règles de rugby. Et de plus en plus, donc, on a du monde qui afflue et du coup, donc, ces éducateurs viennent de plusieurs clubs. Et là, donc, ils repartiront avec des connaissances. Donc, et on a un technicien qui nous donne 2 jours par mois pour nous faire la formation théorique. Et la formation théorique, on a un cycle sur 9 mois. Je m'appelle Alex Capot et je suis ici pour aider la fédération à développer le rugby en Mauritanie. Et cette année, l'objectif, c'est de faire une formation pour former des éducateurs. L'objectif, c'est d'aller dans les écoles mauritaniennes pour développer l'activité rugby. Donc, on a rassemblé des jeunes du rugby ici, on a rassemblé des professeurs de PS. Moi, je trouve que le niveau progresse en qualité. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. De retour ce soir à Nouakchott du président de la République. Il vient de Lomé, la capitale togolaise, où il a pris part au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à la sécurité, à la sûreté maritime et au développement de l'Afrique. Le dialogue national inclusif, les discussions se poursuivent au niveau des 4 ateliers thématiques. Un dialogue qui a été de nouveau prolongé jusqu'à mardi prochain. Bagdad est la capitale irakienne, de nouveau endeuillée par un attentat suicide, 34 morts, c'était aujourd'hui, attentat revendiqué par les djihadistes de Daesh. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.